Smart et Réglo avec Étienne Pujol, comme chaque semaine ou presque. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Étienne. Vous êtes avocat en droit social, cabinet Berilo. On parle de la surveillance par l'employeur. Alors, on a beaucoup parlé de surveillance à travers certaines chroniques, mais là, c'est la surveillance par l'employeur de la consommation d'alcool. Alors, évidemment, il est garant de sa bonne santé sur le site de travail, mais là, on va s'intéresser au débat du salarié qui est chez lui et qui consomme trop d'alcool. Peut-être qu'on parlera des drogues, puisque je pense que tout cela est lié. Comment ça se passe? Parce que il y a une obligation légale de l'employeur, quoi qu'il arrive. Ah oui, c'est pas parce qu'on est en télétravail que l'employeur n'a plus d'obligation de s'assurer la santé et la sécurité de ses collaborateurs. Or, s'assurer la santé et la sécurité des collaborateurs quand ils sont sur site et qu'on les a sous la main, c'est assez facile de voir une attitude changer, etc. Mais avec le télétravail total pendant la pandémie, avec la distanciation, etc., c'est plus dur. C'est un peu plus compliqué. Et puis, le Code du travail n'est pas adapté au télétravail. Il y a peut-être un chantier pour le futur gouvernement à ce sujet-là, parce que les règles qui s'appliquent à l'employeur dans le Code du travail qui a été conçu pour un travail en usine, posté sur site, n'est pas du tout adapté au télétravail. Typiquement, il est interdit d'introduire sur le lieu de travail des boissons alcoolisées. Mais quand on est chez soi, l'employeur ne va pas interdire à son collaborateur d'avoir de l'alcool chez lui. Là, c'est une zone grise. C'est le lieu de travail. Ouais, c'est une zone grise du droit, là. Exactement. Juste quand même d'un mot, parce qu'on va s'intéresser à ce que ça engendre. Mais aujourd'hui, la réalité sur un lieu de travail, le pot du vendredi soir ou le pot d'anniversaire trop arrosé à partir de 18h30 où tout le monde se réunit sur le lieu de travail, on est d'accord, c'est interdit. Alors le pot en lui-même n'est pas interdit, mais l'employeur doit avoir une responsabilité. Déjà, il est interdit d'introduire donc des boissons alcoolisées, hormis le cidre et le champomis. Et le champomis, exactement. Mais voilà, donc il y a cela. Alors effectivement, après, il y a des tolérances, mais en revanche, si l'employeur se rend compte que ses collaborateurs sont en état d'ébriété et prennent la voiture, là, il engendre sa responsabilité. Alors là, on rebascule sur le télétravail. On va rentrer dans un cas de figure. Essayons de nous mettre un cas concret. On va parler des métaverses. Donc, quand on crée une forme d'avatar sur ce sujet, la personne a été détectée. Le manager, lors d'une visio, a découvert non seulement que derrière il y avait des bouteilles, mais qu'en plus la personne était sérieusement éméchée pendant une réunion en visio. Qu'est-ce qui se passe là à ce moment-là? On signale, on signale pas? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est un vrai problème, Arnaud. C'est même la question principale que doit se poser un DRH, parce qu'on est à la frontière de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Le salarié est chez lui, donc quelque part, il fait un peu ce qu'il veut dans sa vie personnelle, mais le salarié chez lui travaille pour son employeur. Et l'employeur étant informé d'une... Alors si c'est une fois, à la limite, peut-être, il y a peut-être des circonstances particulières, mais si on constate une récurrence de la consommation d'alcool, si on constate que cela a un impact sur la qualité du travail, là, effectivement, l'employeur a une responsabilité. Alors, il y a une responsabilité pas immédiate de le convoquer en tête-à-tête en disant « Dis donc, tu as un problème avec l'alcool », ça se fait pas trop. En revanche... Ça se fait pas, ça. C'est délicat d'en parler directement. Parce qu'on est frontière vie privée, vie pro, quoi. Il était chez lui. Il était chez lui. Encore s'il avait été sur le lieu de travail, là, il aurait pu lui dire ça va pas. Et on a même le droit, vous le savez, de faire des éthylotests, etc. Faut savoir quand même que 20% des accidents du travail sont liés à l'alcool, selon les dernières études dont nous disposons. Alors effectivement, il y a une partie qui prend en compte les accidents de trajet, donc conduite en état d'ébriété, mais également sur site, on peut se mettre en danger, on peut mettre en danger les autres. Donc il y a un vrai enjeu quand on est sur site. Quand on est chez soi, la probabilité d'avoir un accident du travail est plus faible. Il n'en demeure pas moins qu'avoir un collaborateur qui a un problème avec l'alcool, ça dénote aussi des problèmes personnels, des problèmes d'efficacité, et donc l'employeur a une responsabilité à cet égard. C'est une addiction, l'alcool. J'avais envie d'y ajouter aussi une forme de toxicomanie, addiction aux opiacés, cannabiques par exemple. C'est le même processus. Le Code du travail ne distingue pas le type de drogue consommée. Et non, encore une fois, on est chez soi. Alors les comportements dits addictifs, d'après les études qui ont été faites en 2021 sur l'année 2020 de pandémie, a montré une augmentation significative de la consommation de psychotropes. C'est lié, enfin c'est assez basique, on l'a souvent dit sur ce plateau, lié au stress de l'éloignement, à distanciation sociale, au fait d'avoir une surcharge de travail, y compris une surcharge mentale aussi, quand on a les enfants qui courent à côté et qu'on est en télétravail et qu'il faut jongler
jongler avec les deux. Donc il y a vraiment il y a eu une nécessité chez les collaborateurs de s'évader un petit peu. Mais Étienne, qu'est-ce que dit le Code du travail lorsque on rentre, j'irais, dans un processus très RH, très administratif? On le signale à la médecine du travail, on lui propose une cure, on lui propose une aide psychologique. Quels sont les outils de l'entreprise lorsqu'on sait qu'un salarié est en perdition? Mais c'est en ça que la problématique est grande chez les DRH, parce que le Code du travail ne prévoit rien. En fait, il dit simplement que l'employeur a une obligation de sécurité de résultat. C'est un Code du travail des années 45, hein. Mais je veux dire, où l'alcool était très présente sur les lieux de travail. Exactement. Alors, depuis quelque temps, on peut interdire totalement l'alcool sur le travail si on le justifie. Et voilà. Mais quand on est chez soi, encore une fois, c'est une grande difficulté. Donc, que peut faire le DRH confronté à ça, ou que peuvent faire les collègues de travail? Parce qu'il y a aussi ce lien social qui est présent dans l'entreprise. Le premier interlocuteur normal d'un DRH, c'est de sensibiliser, je dirais, la collectivité du travail à ces problèmes d'addiction. C'est-à-dire faire des formations. La grande réunion où tout le monde se sent visé sans l'être. Oui, mais il y a aussi le DURP, dont on a souvent parlé sur ce plateau aussi, où il faut appréhender tous les risques liés au poste de travail, en ce compris les risques liés au télétravail. Donc cette composante doit être prise en charge. Mais il y a aussi le référent, vous l'avez évoqué il y a un instant, le référent naturel de l'entreprise, qui est le médecin du travail. Normalement. C'est-à-dire que le représentant de l'entreprise va appeler le médecin du travail, qui est lié par le secret professionnel, donc qui ne rendra aucune information à l'employeur, mais qui va solliciter du collaborateur un entretien pour le voir et pour peut-être en parler avec lui. Vous, dans votre histoire d'avocat et dans les relations que vous entretenez avec les entreprises, vous avez eu des cas de figure où l'entreprise, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, zone grise, l'alcool, sujet tabou, on en parle, on n'en parle pas. C'est compliqué d'en parler. Il a divorcé. C'est une réaction épidermique et encore une fois, on est à la frontière de la vie personnelle et de la vie professionnelle. J'ai eu un cas, ce qui m'a donné l'idée de cette chronique, le week-end dernier sur un séminaire d'entreprise au ski. Toute l'équipe est allée à Valmorel et effectivement, un des collaborateurs, tout le monde a constaté qu'il y a eu un changement d'attitude de ce collaborateur et qu'en gros, il était éméché de la deuxième heure d'arrivée sur site jusqu'à la fin. Donc ils m'ont appelé lundi matin en disant qu'est-ce qu'on peut faire? Et alors là, vous leur répondez quoi? Là, c'est un cas concret. L'avocat dit écoute, pas grand-chose. En fait, concrètement, si vous n'avez pas dit ça quand même. Non, je ne dis pas ça, c'est trouver des solutions concrètes. Mais je dis est-ce que quelqu'un lui en a parlé? Quelqu'un dont il soit proche, un ami, etc., lui en a parlé, lui a posé la question s'il avait des problèmes personnels dans sa vie. C'est souvent lié à ça d'ailleurs. C'est souvent malheureusement lié à ça. Mais en tant qu'employeur, il y a une responsabilité à cet égard, puisque la personne est en télétravail, donc on la voit quasiment pas. Donc effectivement, solliciter la médecine du travail pour que le médecin du travail le contacte et s'entretienne avec lui. J'ai souvenir que la présidente de la MDRH sur ce plateau nous racontait que dans sa propre entreprise, il s'était retrouvé à aller frapper à la porte d'un collaborateur. Ce n'était pas un cas d'alcoolisme, c'est un collaborateur dépressif de mémoire, et ils étaient allés frapper chez lui. Est-ce que dans le cas de figure de ce collaborateur, c'est une personne là qui est peut-être aujourd'hui déjà en train de boire, est-ce que l'entreprise n'a pas une forme de responsabilité, non pas juridique, mais morale aussi? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. D'aller frapper à la porte de cet homme et dire t'en es où, tu fais quoi, j'ai besoin de te parler. C'est-à-dire parmi les mesures de prévention ou de réaction face à ces comportements, il y a la question du lien social avec l'entreprise. Encore une fois, le collaborateur qui est chez lui, il peut avoir plein de causes à cette addiction ou à ces addictions. Le rôle du DRH, c'est de montrer, et du manager aussi, c'est de garder ce lien, de dire qu'il est là, qu'on peut lui parler, et que c'est pas une fatalité non plus. C'est-à-dire que c'est pas parce que le collaborateur s'ouvrira auprès de son manager de son problème d'addiction qu'il va être viré. Juste avant de nous quitter, c'est un distinguo qui me semble important d'être fait. L'alcool est un breuvage alcoolisé vendu en vente libre dans des commerces. C'est différent du cannabis, qui est une drogue interdite à la consommation et à l'achat. On découvre que ce collaborateur ne buvait pas, mais en fait, finalement, fumait beaucoup de cannabis. Est-ce qu'on lui envoie la police? Non, vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Alors quand on constate... Autorisé, pas autorisé? Oui, mais de point de vue entreprise, en fait, c'est quel est l'impact sur la relation de travail. Est-ce qu'on constate une dégradation de la qualité de travail, de la concentration, puisqu'on le sait, ça altère quand même les facultés cognitives, etc. etc. Donc ce constat-là doit conduire à une réaction, mais c'est plus en termes de management, encore une fois, qu'en termes de code du travail, et c'est peut-être là que quelque chose pêche. Donc il y a peut-être quand même des choses à revoir. Il y a quelques trous dans la raquette
enquête. Et je pense que ça raconte aussi la construction d'un code où les pots du vendredi, voire même du lundi, commençaient souvent très tôt, vers 10h. Merci d'être venu nous rendre visite, Étienne, avocat en droit social, cabinet Berilo. C'est un sujet éminemment important et un sujet moral, qui n'est pas qu'un sujet juridique. On va s'intéresser aux métaverses. Alors, je ne sais pas si les métaverses, on les fait boire pendant ces jeux, pendant ces espaces virtuels. En tout cas, on en parle. On en parle de plus en plus de ces métaverses, des NFT, de tout cet univers où on crée son avatar pour produire une vie parallèle. On en parle parce que c'est aussi un élément de débouché économique pour ceux qui fabriquent, évidemment, tous ces outils informatiques. Puis c'est peut-être aussi, on en parlera, un débouché pour des entreprises de luxe, notamment, d'événementiel. On en parle. À quoi sert le métaverse ? Est-ce qu'il y a un débouché économique ? On en parle juste après la pause.